Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue encore une fois dans une nouvelle vidéo pour aujourd'hui. La deuxième hypothèse théorie que je vais vous proposer sur cette chaîne. Elle concerne encore une fois un personnage mystérieux, mais qu'on a déjà vu plusieurs fois à travers le manga, et c'est le Supernova Diez Drake, le pavillon rouge. Alors déjà, Diez Drake, qui est-ce? C'est un ancien vice-amiral de la marine. Ça nous apporte deux informations déjà. C'est que, il avait un rôle assez important, vice-amiral c'est quand même haut, et que donc il détient des informations sur la marine qui sont assez importantes. Et de deux, c'est qu'il maîtrisait le haki. Donc à ma connaissance, c'est le seul supernova qu'on sait qu'il maîtrisait le haki avant l'ellipse de 2 ans. Les autres, on n'a pas vraiment d'informations, mais lui c'est sûr. Ensuite, son surnom, le pavillon rouge. Alors, si on se renseigne un peu sur la signification d'un drapeau ou d'un pavillon rouge, chez les pirates, ça signifiait que ils étaient en guerre, c'est-à-dire qu'ils mettaient le pavillon noir pour menacer, par exemple, je sais pas, un navire commerçant, et si le navire commerçant ne se rendait pas, ils mettaient le pavillon rouge pour montrer qu'ils allaient attaquer. Et ça représente, disons, vachement au XXe siècle, je dirais, avec les révolutions bolcheviques de 1917, tout ça, ça représente la lutte ouvrière et révolutionnaire. Donc peut-être que Diez Drake serait plus ou moins affilié aux révolutionnaires, voilà. Donc ça commencerait bien avec cette petite théorie. Ensuite, première fois qu'on le voit, c'est comme tous les autres supernovas, à l'Arc Sabaody. Sa prime est de 222 millions, ce qui est une des primes les plus grosses de tous les supernovas. C'est-à-dire qu'il était assez dangereux pour le gouvernement. Et on apprend, après la prise d'otage de la salle des enchères, lors de son combat avec les pacifistas et Kizaru, plus ou moins, que il en savait sur ce projet. Il connaissait le projet pacifista. Donc je pense que soit c'est dû au fait qu'il soit vice-amiral, qui comme je l'ai dit c'est un grade assez important, et que donc il détenait ces informations, soit c'est, encore une petite hypothèse comme ça, c'est qu'il était l'ancien garde du corps de Vegapunk, et que quand il a quitté la marine, celui qui a pris sa place c'est Sentomaru, parce qu'on voit que Sentomaru, il n'a pas un grade très élevé. Il est vice-amiral seulement après l'ellipse de 2 ans, et que peut-être qu'il a été pistonné par Kizaru, son oncle, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, ça pourrait être intéressant parce que, justement, quand les Mugiwara et Trafalgar Law le croiseront peut-être à l'avenir, ça pourrait nous amener vers Vegapunk, un personnage que je pense on a tous envie de voir, on a tous envie de connaître. Et ça rebondit avec mon alliance, ma théorie de l'alliance Trafalgar Law, Luffy, Diez Drake, voilà. Mais on va y revenir par la suite. Ensuite, la deuxième fois qu'on le revoit, c'est juste après Marineford, directement, juste quand comment il s'appelle, quand Sengoku signe la fin de la bataille, crie la fin de la bataille plutôt. Il dit que la marine va être enclin de profondes modifications ou quelque chose comme ça. Alors là, je sais pas si c'est un aléa des traductions, mais quand j'ai voulu regarder la traduction en anglais, il dit que lui, qu'il voulait voir la marine modifiée. Je pense que c'est la traduction anglaise qui est mauvaise, mais si c'était la française qui était fausse, ça voudrait dire qu'il a vu quelque chose dans la marine qui ne lui a pas plu. Voilà, tout simplement, comme par exemple Aguar des Soro, qui lui aussi était vice-amiral, et qui n'a pas supporté l'idée de faire le Buster Call. Mais lui, par exemple, il n'avait pas eu de prime. Ou tout du moins on ne sait pas s'il avait une prime, mais je ne pense pas qu'il en avait une. Ensuite, on le revoit encore un peu plus tard, juste avant l'ellipse, c'est quand il arrive sur la première île du Nouveau Monde, qui est une île hivernale, et qui est une île gouvernée plus ou moins par Kaido, par l'alliance de Kaido on va dire, et qui est gardée par un espèce de robot bizarre. Et Diez Drake décide de s'attaquer à lui car pour attirer Kaido en quelque sorte. Donc là, on pouvait penser, comme Jinbei nous l'explique après, Jinbei nous expliquait que pour survivre dans le Nouveau Monde, soit il faut être solo,
donc se battre contre tous les empereurs, être en constant déplacement, tout ça, et créer sa propre alliance, soit il faut se mettre sous l'allégeance d'un empereur. Et quand moi, enfin la première fois que j'ai lu ça, je pensais que T.S. Drake, il s'attaquait à Kaido directement. Pour quelle raison, je ne sais pas. À moins d'avoir envie de se faire monter en l'air comme Eustace-Kid, j'imagine, vu qu'il a perdu son bras. Je ne sais pas quelles pouvaient être ses intentions. Peut-être attirer Kaido pour lui dire Eh voilà, j'ai défoncé ton mec, il est faible, donc moi je vais travailler pour toi. Mais bon, ça me paraîtrait un peu bizarre, je sais pas. Ça dépendra comment c'est amené, mais voilà. Rien n'expliquait le fait que on voit plus tard dans les mini-aventures de Caribou que que T.S. Drake était dans l'alliance de Kaido. Pas dans l'alliance, dans la flotte, on va dire, de Kaido. Je sais pas exactement son rôle dans l'équipage, entre guillemets, mais voilà, on sait qu'il est affilié à Kaido. Ça, on le sait, parce qu'il sauve de Caribou le même robot qu'il avait attaqué quelques tomes plus tôt. Donc pour moi, c'est signe évident qu'il appartient qu'il est affilié à Kaido. Et justement, là j'ai une petite hypothèse, c'est que peut-être ce serait un espion lié à l'armée des révolutionnaires et dont le rôle serait d'observer les agissements de Kaido, peut-être vis-à-vis des Smiles, tout ça. J'ai pas vraiment d'éléments là-dessus, déjà on n'est même pas sûr que T.S. Drake soit un révolutionnaire, c'est qu'une hypothèse et je trouve qu'elle pèse pas bien lourd dans la balance. Et donc voilà, même si cette hypothèse de révolutionnaire, si déjà la première hypothèse que Vegapunk et qu'il était le garde du corps de Vegapunk s'avérait vraie, ça voudrait dire qu'il a été en relation avec Kuma, qui lui est révolutionnaire, on en est sûr, c'est clair à 100%, et qui donc peut-être Vegapunk serait un révolutionnaire, enfin qu'il aurait des idées révolutionnaires ou contre le gouvernement. Pourquoi vous me direz? Parce que on sait que Vegapunk a permis à Kuma de protéger le Sunny, le Sunny Go, sans trop en savoir pourquoi. Pourquoi Vegapunk, s'il serait à fond dans la marine et tout, il permettra à Kuma, un révolutionnaire déjà, de protéger le bateau parmi les pirates les plus dangereux. Enfin, on va encore me reprendre, mais les Mugiwara, c'est un équipage pirate très dangereux. Pourquoi il permettrait ça? Je ne sais pas. Peut-être que Vegapunk est contraint par la marine de travailler, sous, je sais pas, la menace qu'on détruise son île ou je ne sais quoi. Ou peut-être que pour laisser place à son génie, la marine est la seule à pouvoir lui fournir les fonds suffisants. Mais encore une fois, là je fais beaucoup trop d'hypothèses et on est sûr de rien pour le moment. Seul Oda détient les réponses. Ensuite, autre hypothèse mais qui n'a rien à voir, ce serait sur la suite de l'histoire. Pour moi, T.S. Drake, s'il est sous l'allégeance de Kaido, c'est clairement pas pour rester un petit pirate. Hein. On sait que les Supernova, ils ont des hautes ambitions. C'est pas les autres pirates. On le voit à la sortie de la salle des enchères, quand Luffy dit hey, vous verrez, c'est moi le seigneur des pirates, ils le prennent très au sérieux. Hein. C'est la guerre pour le titre, elle va être très très sérieuse. Pas comme sur Grand Line où par exemple Bellamy se moquait de lui, il disait ah les rêveurs, tout ça. Le Nouveau Monde, c'est un autre univers. Et donc pour moi, T.S. Drake, il attendrait que quelqu'un s'attaque à Kaido pour les rejoindre grâce aux informations qu'il détiendrait sur, je sais pas, le fonctionnement de son armée, sur ses points faibles, les points faibles de sa forteresse, je sais pas quoi. Et que donc, il rejoindrait l'alliance Luffy et l'alliance de Luffy et de Law, et on aurait donc une alliance Luffy, Trafalgar Law, T.S. Drake. Voilà une de mes théories. Et je vais vous en rebalancer une autre qui est complètement presque contradictoire. C'est que vous voyez, T.S. Drake, il capture Caribou. Caribou, pourquoi faire une mini-aventure sur Caribou? C'est pas un personnage très important, qui apparaît très important. Et même je pense pas que c'est un personnage qui a beaucoup plu aux fans. Mais que c'est ce personnage? Ce personnage, c'est
que Shirahoshi, la princesse des hommes poissons, est une arme antique, et donc peut-être que Kaido va apprendre cette information, vu que Diaz Drake l'a capturé. Et ça, ce serait intéressant, dans le sens où peut-être que Diaz Drake va lancer une guerre contre l'île des hommes poissons, qui est sous la protection de Big Mom, donc une guerre entre les deux, ça pourrait être intéressant, et que Luffy, pour battre Kaido, ils iraient sur l'île des hommes poissons, et c'est là qu'arriverait la prédiction de Shirley, je crois. Shirley, la sirène requin qui voit dans l'avenir. Et que donc voilà, la guerre aurait lieu sur l'île des hommes poissons, on aurait un retour sur l'île des hommes poissons. Ça c'est jamais arrivé dans One Piece, enfin à part au moment où l'équipage est dispersé, où on sait pas trop où ils sont. Mais c'est jamais arrivé que les personnages reviennent d'une île à une autre. Ce serait intéressant dans l'histoire, hein, puisque ça créerait des... Enfin... Ça briserait un peu la linéarité du manga, surtout que je pense que sur le Nouveau Monde, je pense pas qu'on va voir beaucoup plus d'îles que sur le Grand Line classique, on va dire. Pour moi, si les pirates iraient sur le Nouveau Monde, c'est que il doit y avoir quelque chose qui les empêche d'atteindre Rauftel. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis impatient de le savoir. Et voilà, c'est pour ça que même les empereurs, ils vivent sur une île. On voit Big Mom sur une île. Shanks, on le voit souvent sur la même île à boire de l'alcool, à faire la fête. Donc voilà. Il y avait, je crois que Barbe Blanche qu'on a vu vraiment, il se baladait sur son bateau, tout ça. Et donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore comme hypothèse? Oui, ce serait par rapport à Jewelry Bonnie. Jewelry Bonnie, quand on la voit, à chaque fois, c'est pour... elle est dans un pays enneigé. Ce pays enneigé, pardon, ça pourrait être le pays qu'on voit, où on voit Diaz Drake arriver pour la première fois dans le Nouveau Monde. Et peut-être que les deux seraient en lien. Là encore, j'ai aucune hypothèse, ça pourrait être intéressant, parce que Jewelry Bonnie, c'est un personnage extrêmement intéressant, dans le sens où on ne sait pas pourquoi Akainu ne l'a pas tué, on ne sait pas quel rôle elle a, il y a beaucoup d'hypothèses sur son sujet. Moi, peut-être que je vous ferai une vidéo sur le sujet, mais moi j'en ai pas trop. Donc voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur ce personnage. Je pourrais dire... non, franchement, je sais pas. Je pense qu'on va en rester là. Je vous dis donc à une prochaine vidéo et portez-vous bien. N'oubliez pas de réagir dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Faites tourner la vidéo si vous avez des Nakama qui aiment One Piece dans la vraie vie, dites-leur hey, regarde ça c'est sympa, écoute parce que regarde il y a rien d'autre à faire. Et voilà. Donc salut.